Bonjour et bienvenue dans les matins de l'ENAIC. Dans votre émission aujourd'hui, je serai avec Frédérique Ernestine Grasser-Hermé dit Feig. Elle est penseur en nourriture et présidente de l'association L'Amicale du Gras. Tout un programme donc aujourd'hui. Denis Pouraoua sera également mon invité. Il est poète, écrivain, comédien kanak. Et puis Mustapha Awar est le directeur artistique de Gare au Théâtre, un lieu dédié à la création contemporaine et à la réflexion. On en parlera tout à l'heure. Et pour l'instant, je dis bonjour à Feig. Bonjour et merci d'être ici. Bonjour. Je suis très honorée d'être là pour défendre le gras. Ben oui, parce que on est dans une époque où tout le monde parle de dégraisser. Et alors vous, ça vous énerve? Ça m'énerve parce que le gras est nécessaire à notre santé. Il en faut 12 grammes pour notre cerveau qui soit totalement épanoui et réactif. Et il ne faut pas dépecer n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a eu une tendance des médias à dire que c'était mauvais pour la santé. Donc en fait, c'est une association que j'ai créée il y a une vingtaine d'années, où il y avait des noms prestigieux comme Alain Ducasse, Pierre Hermé déjà, Philippe Bourguignon et tant d'autres. Et là, je suis partie en campagne pour vraiment statufier et défendre le gras. Et défendre le gras. Le gras, c'est merveilleux. Sans gras, il n'y a pas de goût. C'est vrai que des pommes de terre revenues dans de la graisse d'oie... Dans du lardon. Et des lardons, c'est délicieux. Attention, moi, c'est le gras du cochon que je défends. Oui. Ah bon, pas la graisse d'oie. Pas la graisse d'oie, qui est excellente. Quelle différence? Elle est immense, parce que dans Monsieur, tout est bon, de la tête aux pieds, dit-on. Alors, écoutez, moi, je vais, parce que je n'ai pas de mémoire, préciser des travaux scientifiques pour persuader d'une façon très affirmée que le gras est nécessaire à la santé. Donc, en fait, ce sont des travaux menés par une équipe scientifique qui établissent l'existence d'une modalité gustative, une cinquième, après le sucré, le salé et la mer. Eh bien, il s'agit... ce sont des récepteurs dédiés aux lipides. C'est un peu complexe, mais j'y tiens, identifiés sur des bourgeons du goût qui forment les papilles. Alors ensuite, ces récepteurs seraient capables de détecter des acides gras à longue chaîne de molécules, j'y viens, caractéristiques des lipides. Ouf! C'est ainsi que parallèlement aux sensations liées à la texture et à l'odeur, la perception du gras passerait également par le goût. Moi, je suis totalement conquise et ce sont ces éléments-là que je défends. Et alors, j'ai lu une phrase hier, c'était, vous disiez, alors vous allez me confirmer ou pas, si c'est vous qui l'avez dit ou pas, c'est il faut apprendre à aimer le gras comme on apprend à faire l'amour. Oui, en fait, c'est une phrase d'une journaliste à qui j'avais demandé de faire une réflexion et je trouve qu'elle a eu ce rapprochement magnifique pour définir cette sensation, on apprend à manger le gras. Il y a des choses très curieuses. Par exemple, dans mon rôle de présidente de l'association, je fais découvrir des choses que les gens ne connaissent pas. Comme quoi, par exemple? Vous connaissez les sacs d'os? Les sacs d'os, ça me dit quelque chose, mais non. Je vais dire non. Ça vient de Lozère. En fait, c'est une panse, un estomac de porc qu'on a rempli de travers, coupé en morceaux. On referme cette petite panse avec un surjet, puis on les suspend, on les laisse accrocher. Séché, on va dire. Oui. Alors, c'est demi-sel, bien évidemment. Il faut bien dessaler ça pendant 48 heures. On cuit ça dans un bouillon 6 heures. Je préconise la cocotte minute. N'oubliez pas que je suis également pas utiliser la cocotte minute. Cuisinière. Oui. Oui, vous êtes cuisinière. À toute vapeur, oui. Et j'ai fait un livre qui s'appelle 119 recettes à toute vapeur. Aux éditions Hachette, il est épuisé. Bon, mais peut-être sur Amazon, je fais des fois, même les livres épuisés, on peut les trouver. Oui, c'est ça. Il faut faire des recherches sur Google. C'est formidable, la cocotte minute. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un grand chef qui s'appelle Joël Rebuchon, mon parrain spirituel. Moi, ça me fait toujours peur, la cocotte minute. C'est le truc en nous. Bon, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas. Elles ont un peu évolué aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un truc. Clipso Control. Voilà, Clipso Control. Juste avec vous pour comprenez, la sécurité. Je ne cite pas la marque. Alors, je vous ai annoncé tout à l'heure comme penseur en nourriture et présidente de l'association L'Amicale du Gras, mais vous êtes aussi anarchie-foudeuse. Qu'est-ce que c'est? C'est mettre les pieds dans le plat et, par exemple, faire des choses un peu pertinentes. Être anarchique.
faire de la provoque pour faire passer des messages, mais c'est toujours bon parce que je suis une personne au service du goût. Exemple. En parlant de la provoque, il y a une photo, je ne sais pas si on l'a vue, une photo où on vous voit avec du gibier à la main. Ah oui, voilà, ça, c'est de la provoque aussi. Oui, c'est ça, un poulet noir et un poulet blanc. Alors elle s'appelle la nègre soie. C'est une poule magnifique et elle a des plumes blanches comme du duvet, mais blanc immaculé. Et j'adore ça, à part que elle est, paraît-il, magnifique et magique pour un bouillon reconstituant. C'est les Chinois qui utilisent ça. On en trouve à Belleville et parfois chez des grands supermarchés chinois. Mais en surgelé, moi, je la préfère propre. Donc, il faut en boire en décoction tous les jours. Tous les jours, ça va être difficile parce que c'est pas du poulet qu'on trouve régulièrement dans les supermarchés. J'en ai trouvé à Belleville régulièrement pour mon plus grand bonheur. Alors, j'ai lu aussi food consultante, ça veut dire... Alors en fait, quand je me définis comme penseur en nourriture, je vais le faire vite, ça permet au moins de me poser, c'est-à-dire un écrivain cuisinière qui est publié 33 livres, peut-être un 4e sur l'amicale du gras prochainement. Ensuite, ça veut dire une cuisinière qui est capable de monter parmi les chefs chez les professionnels. Food consultant, j'aime pas le mot franglais. Oui. Bon, voilà, je suis attachée quand même à la langue française. Ensuite, je suis food designer, encore un mot franglais. Qui fait quoi alors Alors, les food designers sont des gens incroyables qui réfléchissent et qui détournent un peu les thèmes de la nourriture. C'est magnifique, c'est drôle, ça peut être comique. Par exemple, je pense à Stéphane Bureau, il avait fait un pain en sac à main, c'est-à-dire qu'avec un trou et on pouvait le porter comme ça. C'était une miche de pain mais avec une anse. Je trouve ça très très drôle. Pierre Hermé par exemple a fait la cerise sur le gâteau et il demande à Yann Pénors, son designer, alors s'il te plaît, fais-moi un gâteau, et il pense à faire cette tranche qui va être designée, qui va s'appeler la cerise sur le gâteau, une coque de chocolat au lait, Givara, avec des intérieurs de strates. Donc vous conseillez aussi certains chefs Je conseille, oui, des restaurants, par exemple les restaurants de David Lanner, les Racine 2, qui sont Passage des Panoramas, qui sont dans l'univers de la bistronomie. Par exemple, des lieux dédiés aux cochons, ça c'est important, une porcherie qui a été la première à recevoir l'amicale, 80 adhérents aujourd'hui, c'est quand même pas mal. On va y revenir d'ailleurs. Il y a une cotisation obligatoire qui était 150 €. Mais pour l'année. 2 repas par an, avec quand même des choses merveilleuses. Donc la porcherie de chez eux, qui est 2 rue Le Vendal, et la prochaine porcherie sera... Ben non, je ne vais pas le dire. Non, c'est pas... Chez Bertrand au Boineau. Allez. Je ne donne pas la date. C'est un scoop. Voilà, Bertrand au Boineau, au bistrot Paulbert, qui est un grâleur, parce qu'il y a des tas de grâleurs, il faut les séparer. Absolument. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez créé cette association il y a une vingtaine d'années. Pourtant, on a commencé réellement à en entendre parler. En début d'année, vous avez fait une réunion dans les médias, vous allez voir, si vous tapez sur Google l'amicale du gras, vous allez voir plusieurs articles. Et alors, il y a eu des gras d'honneur remis à Camp de Borde, qui a une addiction totale pour le cochon, qui est un addict au cochon. Son frère est charcutier. Bientôt, il va avoir des produits qu'on va pouvoir acheter chez lui. Quand vous allez à son avant-comptoir, c'est dédié au cochon. Il a reçu un cochon rouge. Suzy Palatin, qu'on a reçu sur notre plateau, a aussi reçu le prix du cochon. Un blanc, je lui ai donné, c'était trop drôle, ça lui allait bien à la peau. Elle est de Guadeloupéenne et fait un cochon de Papa Vivi exceptionnel. Je l'entends, c'est merveilleux quand on peut découvrir. Et alors, dans les choses curieuses aussi, vous avez quand même le Socreto. Alors, c'est un morceau, une pièce de cochon. Vous avez la pluma qui est un peu au-dessus de l'épaule du cochon, qui est persillée, délicieuse quand on le grille, etc. Alors, persillé, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Persillé, c'est des, comment je veux dire... Avec un peu de gras, comme un feuilleté, vous voyez, qui se trouve dans les chairs du cochon, et c'est merveilleux. D'ailleurs, il faut regarder souvent qu'une viande persillée...
parce que quand on regarde une viande toute belle, toute rouge, elle est pas persillée justement, elle sera moins tendre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ceux qui ont initié cette façon de travailler les viandes, ce sont les viandes de Wagyu qu'on trouve maintenant en Europe et en Espagne, ou jusqu'en Australie, c'est moins drôle. Quand même, essayons d'acheter européen ou de plus français. Achetons local. Achetons local. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui valorise ça et c'est très bien de faire ainsi. Mais à l'origine, sur le plateau d'ailleurs. C'est des Japonais qui ont fait ça, qu'on appelle la viande de Kobe ou de Matsuzaka, qui est une viande où les animaux sont élevés dans une ambiance musicale avec de la zik et massés à la bière. Waouh. Voilà. Donc à Burgos, nous trouvons des carcasses fraîches qui viennent en France et qui sont revendues, par exemple, comme notre ami boucher Yves-Marie Le Bourdonnec ou des gens comme Hugo Desnoyers. On en trouve aujourd'hui, mais à des prix, mon Dieu. Bon. Pour terminer, pour faire partie de l'amicale, tout le monde est invité à faire partie de l'amicale ? Mais il y a un bureau qui est élu avec un trésorier, avec 3 secrétaires, un général et 2 adjoints, et nous allons décider si le préposé à venir rejoindre l'amicale est peut-être accepté. C'est sévère, hein. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Bon, il faut aimer le gras et nous le prouver. C'est ça. Alors moi, j'aimerais bien lire un petit poème de cette Marie Rouanaise, si j'avais le temps. Oui, allez-y. Il a été récité, par François Berléand. Moi, j'aurais peut-être pas le même talent. Je mets mes lunettes. Je vais faire doucement. C'est à travers la peau de saucisson, de la saucisse et du boudin que je me découvris amateur de tripes. J'étais encore une enfant, ce fut d'abord une délectation solitaire, vaguement honteuse. Je crus longtemps qu'en mâchant en cachette la peau du saucisson, jusqu'à ce qu'elle eût livré tout son goût, celui-là même des pièces à demi obscures, où l'on gardait les salaisons, où se mêlent le poivre, le laurier, une moisissure noble, et la saumure qu'elle fut devenue blanchâtre et insipide, bonne à cracher dans le ruisseau, ce que faisait avant de revenir au jeu de balle ou d'osselet. Avec ce goût entre les lèvres, je crus longtemps que je commettais une action indécente. C'est merveilleux. Bon, moi, j'avoue, j'enlève la peau du saucisson. Je devrais pas, alors. Eh bien, c'est comme l'amicale, il faudrait que je mange la peau du saucisson. Si c'est une peau de saucisson d'un boyau naturel, il se mange et il est plein d'épices, de moisissures, qui sont délicieuses pour certains et horribles pour d'autres. Je pense qu'on construit son bon goût avec le mauvais goût, peut-être. C'est un peu mon slogan. Et puis ça commence aussi à l'enfance, c'est-à-dire que la façon dont les parents nous donnent à manger, font à manger, détermine aussi un petit peu le goût de l'adulte que nous serons. C'est comme le croissant, est-ce que vous trempez ou pas dans votre café? Il y a ceux qui le préfèrent sec et boire après, ou ceux qui aiment tremper, et c'est un peu horrible, mais bon, il y a des amateurs. Le prochain classe-croûte 100% cochon, on peut en parler? Oui. On donne le rendez-vous le 13 octobre. Oui, c'est ça. Donc tous ceux qui aiment le gras et qui ont envie de manger du gras du cochon, eh bien, il y a un prochain classe-croûte 100% cochon le 13 octobre. Je vais vous donner l'adresse pour joindre Feg. C'est www.superedfeg.com. Vous allez retrouver tout ce qu'elle fait. Et puis, nous, on vous donnera, bien sûr, les moyens de contacter l'amicale si vous avez envie de faire partie de cette association. Merci mille fois, Feg. Et puis, on se reverra peut-être à votre prochain livre. Vive le gras double. Tout est bon dans le cochon, voilà, on l'appelle monsieur. Mustapha Aouar, je vous ai entendu applaudir tout à l'heure l'intervention de ma première invitée, Feg, cette penseur en nourriture. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors du gras? Nous avons applaudi, nous étions 2 invités. Je la trouve étonnante. Et puis elle a des points de vue fermes sur des sujets importants et qui apparaissent comme des sujets qui ne le sont pas. Elle est atypique aujourd'hui. Elle est très atypique et j'aime sa manière de vous poser.
Je ne sais pas si tous vos invités sont de cette qualité-là, ou cette originalité-là, ou cette singularité-là, ouais. Mais bon... Regardez-vous, vous êtes le directeur artistique de Gare au Théâtre. Ça, c'est un lieu atypique aussi. Alors, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de réflexion. Il faut parler quand même de l'histoire du lieu. Qu'est-ce que c'est, Gare au Théâtre ? Alors, Gare au Théâtre tient son nom de sa situation. En fait, c'est un théâtre installé dans une gare, donc d'où son nom, comme je viens de le dire, Gare au Théâtre. Il y a un jeu de mots derrière aussi. Et puis, il y a l'ombre d'un jeu de mots, Gare au Théâtre. Donc voilà, c'est une mise en gare du théâtre, on va dire. Et alors, quel voilà type un autre jeu de mots. Oui. Quel type de théâtre vous proposez dans ce lieu ? Tout type de théâtre, parce que j'aime bien ce type de lieu, parce que ce sont des lieux ouverts, ouverts à tous les vents, aux 4 directions des points cardinaux, et on y accueille toutes sortes d'artistes là, qui viennent déposer leurs valises un temps, et on aime créer des rencontres. Vous avez des résidents, et puis après vous avez des gens que vous invitez. Oui, le statut, entre guillemets, de résident s'est précisé ces dernières années, notamment sous l'impulsion de nos institutions, au ministère de la Culture, région Île-de-France, etc. Mais c'est vrai que dès le début, c'est-à-dire que le lieu a été créé en 1996, dès le début, dès l'année 97, nous avons eu des résidents. Je me souviens d'une compagnie atypique qui s'est installée là pour 4 chantiers expérimentaux de théâtre. Donc voilà, la résidence, elle date. Quand on est sur votre site ou votre page Facebook, on lit « Lieu pluridisciplinaire dédié à la création contemporaine ». Ça résume tout ? Oui, la création contemporaine, oui, la création d'aujourd'hui. C'est-à-dire que un des axes forts du lieu, c'est les écritures, mais les écritures au sens large. Et ça, c'est quoi, les écritures qu'on écrit ensemble ou qu'on partage ? Ah, ça, toutes les manières sont bonnes. Ce qui est important, c'est ce qu'il en reste, l'écriture. Et là, depuis 1998, on décline tout au nom de la gare. Vous voyez, Gare au Théâtre, le cabaret de la gare, les éditions le restaurant de la gare. Voilà, les éditions de la gare. Et les éditions de la gare existent depuis 1998 et on a dû publier plus de 300 auteurs dramatiques. Voilà. Et toujours... Ça, c'est récurrent, c'est toujours sur des formes courtes. Pourquoi ? Parce que ce sont des textes qui ont été écrits in situ, donc dans la gare. Et dans une gare, on est en transit, on a peu de temps, donc on écrit des pièces courtes. C'est une plaisanterie, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on aime organiser depuis toujours, depuis ce temps-là, des principes de rencontre, comme le bocal agité, qui perdure encore. Qu'est-ce que c'est, le bocal agité ? Ah, c'est un truc de dingue, comme son nom l'indique. C'est 3 jours un peu fous, dédiés à l'écriture. C'est-à-dire que le premier jour, on invite 5, 6, 7 auteurs, autant d'auteurs qu'il y a de salles, parce que c'était assez grand. Oui, vous avez 3000 mètres carrés, c'est ça ? Oui, il y a des salles dans tous les coins. Et on les invite à écrire un court texte en suivant des contraintes formelles plutôt que thématiques, on n'aime pas trop les thèmes. Et à l'issue contrainte formelle, ça veut dire quoi ? C'est encore une fois... Avec tant de mots, avec le nom comme ça, avec ceci, cela, enfin bref, formel, voilà. Pas... Et puis, à la fin de la journée, ils lisent leur texte devant une assemblée de 40, 50 personnes, constituée de metteurs, metteuses en scène, comédiens, comédiennes, etc. Et puis, à l'issue de ça, il y a autant de groupes de travail qu'il y a de textes écrits qui se forment, et dans les 2 jours qui suivent, les textes sont travaillés, et à l'issue du 3e jour, présentés au public. Mine de rien, on en est à la 47e édition depuis 1998, voilà. C'est formidable comme initiative, parce que du coup ils s'apportent les uns les autres des choses, chacun son vécu, ses connaissances. C'est extraordinaire, c'est un moment de vie partagé où le collectif, c'est une chose que j'adore et que je déteste au plus haut point. Ce qui me plaît dans le collectif, c'est la friction des uns et des autres, des tempéraments, etc., des singularités, pour tout dire. Oui, voilà. C'est-à-dire que moi, je peux penser quelque chose et mon voisin pas du tout, et on confronte un peu nos idées.
Voilà, c'est ça. Il va pas dans mon sens, et donc après... Voilà. Bon, est-ce qu'on cherche qui a raison ou qui a tort dans ce type d'échange, de friction ? Tout le monde a un peu raison et tout le monde a un peu tort. C'est ça qui est joli. On est ensemble à être différents et à défendre des singularités. Voilà, d'écriture, bien sûr, tout ça c'est du jeu, hein, mais il y a des choses senties, authentiques qui passent dans tout ça. Et alors, les frictions urbaines, vous m'emmenez sur le terrain. Frictions urbaines, c'est un rendez-vous aussi à la Gare au Théâtre. Frictions urbaines, oui, c'est un des rendez-vous, ça existe depuis 5 ans maintenant. Je ne sais pas comment on en est venu, si je sais. Par une anecdote, dans cette grande cour, puisqu'on dispose de la plus grande cour pavée du Val-de-Marne, qui sert aussi de terrasse au restaurant de la gare, je croise un groupe de jeunes gens. En fait, c'était des étudiants en architecture, c'était il y a 5 ans, 6 ans, de l'école nationale supérieure, de l'école d'architecture de la Villette, voilà. Nationale supérieure, je sais que ça rentre là-dedans, et qui était en train de se balader, puisque, comme vous ne le savez pas, mais l'Est de Paris est en transformation dans le cadre du Grand Paris, métropole, etc. Enfin, on réfléchit à la transformation de ce territoire sur les 10, pas sur les 10 ans à venir, mais sur les 20, les 30, les 40, les 50 ans à venir. C'est énorme, quoi, des chantiers énormes comme ça qui se préparent. Ça passe par les transports, etc., toutes sortes de choses. Et il y a ce groupe de trentaine d'étudiants, 40 étudiants qui se baladent et qui travaillaient sur ce territoire-là, un projet donc d'étudiants. Hein. Et tout de suite, bien évidemment, je les ai invités sous notre toit, et j'étais absolument subjugué, étonné par cette vitalité, par cet enthousiasme. Et donc, j'aurais proposé de présenter leurs travaux. Et donc, dès l'année suivante, j'aurais proposé de présenter leurs travaux et de les exposer pour que la population puisse en profiter pendant une semaine. Et puis, ça a été la base des premières frictions. Après, il y a une autre école nationale supérieure d'architecture qui s'est venue se joindre, c'est Val de Seine, oui, c'est ça. Et puis, voilà. C'est chouette de savoir comment ça a démarré, parce que frictions urbaines, c'est des réflexions, effectivement, des débats, des promenades urbaines. Donc, dans votre lieu, ou vous vous déplacez aussi En 2014, par exemple, et 2013, on a été beaucoup sur les balades urbaines. Et ça s'est fait un peu par hasard. Le comité du tourisme départemental nous a demandé d'organiser une rencontre d'initiateurs de balades urbaines au mois de janvier. Et on a dit oui, bien sûr, ça nous intéressait. Et puis, dans le même temps, à l'Arsenal, il y avait invité 2 oiseaux de Marseillais, un géographe et un éditeur, des trentenaires, on va dire, hein, et qui ont initié un parcours, ça s'appelle un parcours autour de Marseille, de presque 300 km, enfin énorme, quoi. Et puis, ils étaient invités là, à Paris. Ils avaient en préparation ce qu'ils appellent la Révolution de Paris, c'est-à-dire un chemin de randonnée qui fait le tour de Paris, qui passe au nord par la cité des 4000, mais qui passe aussi, qui fait un petit détour, qui passe par Versailles, et qui passe par chez nous aussi, dans le Val-de-Marne. J'ai invité ces gens-là au mois de février. C'est organisé un bocal, justement, sur le thème point de vue sur la ville. Oui. Alors, point de vue dans tous les sens du terme, hein, point de vue au sens propre et au sens figuré. Et donc, il y a toute cette bande d'artistes qui sont mis à écrire, à travailler sur ce thème-là. J'ai invité ces 2 oiseaux, ça a créé une émulation incroyable. Bah oui. Alors, ces balades urbaines, est-ce qu'on a un côté artistique dans la balade ? Est-ce que les artistes vont nous expliquer, par exemple, quel est cet immeuble et par qui il a été construit, ou quelle histoire il a, ou quel est l'objectif de la balade urbaine ? Toujours. Juste visiter, ou avoir quand même un côté... J'y réponds toujours l'idée derrière, directrice, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée de référence, c'est de faire lien entre la population et les décideurs. Avec qui ? Avec quoi ? Avec les artistes. Souvent, on se pose la question de à quoi ça sert les artistes. Alors,
c'est des bouche-trous, voilà. On les met dans des... Ils investissent des friches industrielles dont personne ne veut, et puis quand on a besoin de ces terrains, on les vire. De tout temps, ça a été comme ça. Au 19e siècle, les artistes n'ont eu de cesse à Paris de se retrouver dans les périphéries. On allait à Montparnasse, on y trouvait des ateliers, puis on allait autour du Sacré-Cœur, là, etc. Et puis aujourd'hui en banlieue, voilà. Voilà. Et les artistes dans les familles, c'est toujours, vous en avez sans doute dans votre famille aussi. C'est à part ça, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Oui, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Soit c'est, tu mais ferais. Même pour les parents, parce que les enfants qui annoncent papa, je veux être un artiste, peintre ou un artiste, ça fait peur aux parents. Ils disent mais comment il va faire? Soit c'est un bon à rien, soit c'est un artiste qu'on voit à la télé et qui se prend. Je rêve pas, qui se prend à lui tout seul un tiers d'un budget de film, genre Depardieu, je sais pas quoi. Voilà, mais il y a pas d'entre-deux. Et si, il y a des dizaines de milliers d'artistes qui vivent de leur art et qui font du bien à cette société et qui font du bien aux gens, à nos pensées, voilà. Et donc, si on veut en voir, on va à la Gare au Théâtre. Non, il faut que j'arrive à définir. Je suis excessivement bavard et pas assez synthétique. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais pas parler, je prononcerai pas le mot. Les gens sont en difficulté, pensent beaucoup plus à l'éducation de leurs enfants, à trouver un logement, un travail, etc. Aux factures à payer, pas très préoccupés de ce que sera leur ville dans 20 ans, dans 30 ans et 40 ans, mais ça concerne leurs enfants quand même. Et je me suis aperçu que les décideurs de leur côté étaient un petit peu coupés de la population. Donc je pense que les artistes ont un vrai rôle à jouer de médiateurs dans un entre-deux pour réfléchir in situ et accompagner la transformation de la ville. En tout cas, moi qui suis né à Paris, frontalier, entre la frontière du 18e et 17e arrondissement de Paris, j'y ai vécu mes 10 premières années. Très très vite, je me suis retrouvé en banlieue à Colombes. J'ai passé presque 10 années de ma vie à attendre que la ville arrive, les tracés de rues, etc. Vous avez vu une évolution aussi, oui. Et puis quand la ville est arrivée, je volais de mes propres ailes et je suis allé ailleurs. J'ai pas envie qu'on impose dans ce qu'on appelle la banlieue, qu'on considère la banlieue comme un terrain de jeu pour architectes ou techniciens, etc. Il y a des gens qui habitent et il faut faire avec eux. Voilà. Et puis il faut les consulter. Et comme ils ne sont pas toujours disponibles, on fait appel aux artistes. Ça peut, oui, enfin disiez, tout ça se fait très naturellement et très simplement. D'ailleurs, pour rencontrer, alors vous, dans le cadre de Gare au Théâtre, des frictions urbaines aussi, vous organisez les 10 et 11 octobre prochains, rencontre des alternatives urbaines. Ce sera de 9h à 18h, c'est toutes les journées. Alors c'est est-ce qu'il y a un thème pour cette rencontre? Parce que c'est pas la première. Oui, enfin, si on reprend le titre, c'est « Pratiques paysagistes partageables ». Ce n'est pas un titre que j'ai choisi, et pour cause, mais en tout cas qui dit ce que ça veut dire, parce qu'il est organisé par les profs du lycée Chériou à Vitry, qui sont partenaires, qui font partie de ce petit comité de réflexion depuis quelques années, des frictions urbaines et qui réfléchit à ce que l'on veut faire. L'évolution de la ville. Oui, puis aux actions que l'on souhaite mener. Et donc, ils avaient fait l'an dernier un séminaire de 2 jours et on leur avait mis à disposition une salle que j'ai trouvée vraiment formidable. Pour débuter, c'était l'année dernière, c'était la première année, ils reçoivent des élèves de Bac plus 2 pour, au-delà du bac, pour travailler pour préparer des diplômes d'architecte d'intérieur, d'architecte, etc. Enfin, voilà. Et donc on les accueille à nouveau là. C'est dommage, ils n'ont pas pu m'accompagner, auraient mieux parlé du thème, du thème et de leurs invités. Je vois que parmi eux, ces invités, il y a quelqu'un comme parmi les architectes, Patrick Bouchin, qui est un grand architecte. Je bois un coup. Allez-y. Donc en fait, ces rencontres des alternatives urbaines, c'est une réflexion, des écritures autour du thème, l'aménagement du territoire. C'est ouvert au public. Absolument, c'est gratuit. Des professeurs, des professionnels, des étudiants.
Oui. Un peu de tout dans ce programme. Et on peut le retrouver sur votre page Facebook ou sur votre site. Absolument, c'est deux jours bien remplis. En matinée, donc on accueille, etc. Mais dès l'après-midi, dès le matin, non, on commence à réfléchir à plusieurs tables rondes. À partir de 9h. Ouais. Donc on vous donnera tout le programme. Vous allez sur notre page Facebook ou sur la leur. On vous donnera leur adresse, bien sûr. Donc gareautheatre.com, ça c'est pour le site. Et puis pour l'adresse de la page Facebook, eh ben, c'est tout simple, c'est Gare au Théâtre également. Merci en tout cas d'être venu nous parler de votre lieu. Et puis vous êtes le bienvenu avec un artiste la prochaine fois. Entendu. Ou un professeur. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors, Denis Porawa est avec moi. Il est poète, écrivain, comédien d'origine kanak. Et kanak, c'est quoi, si vous ne connaissez pas ce mot? Eh bien, c'est ceux qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des tribus kanak. Parce qu'il n'y a pas que des kanaks, par contre, en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi les oreilles, ce qu'on appelle les oreilles, les blancs. Tout le monde. Tout le monde. Yorana. Il y a des Tahitiens, voilà. Tahitiens, Antillais, Africains. Il y a une communauté malienne aussi en Nouvelle-Calédonie. Ah oui. Javanais. Oui, beaucoup de Javanais, une communauté asiatique aussi importante. Aussi. Et alors, quand on est poète kanak, comment est-ce qu'on vit à Paris sa poésie, son écriture, son parler? Parce que je dirais, le poète kanak, il n'existait pas peut-être il y a 20 ans, si, ou il y a 50 ans, ou 100 ans. Je ne sais pas, en tout cas, il n'existait pas, ça c'est sûr. Il n'y avait pas de culture comme ça. Il n'y a pas de... Le poète chez nous n'existe pas. La définition du poète telle qu'elle est ici en Occident, en Europe, chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, on dirait plutôt que ce sont nos vieux. Ah, qui racontent l'histoire. Ce sont nos vieux, ce sont ceux qui détiennent la parole, l'histoire, les contes, les légendes, tout ça et tout. Mais on a chez nous aussi ce qu'on pourrait dire aussi qui sont des poètes, mais on ne définit pas la personne, on ne fait pas de différence entre les personnes, tout ça et tout. C'est pas culturel, quoi. C'est pas dans chaque village kanak on va avoir quelqu'un qui fait du slam, on va dire, aujourd'hui comme ça. Non, pas du tout. Ouais. Avant, les vieux, ils parlaient... Enfin, quand je dis les vieux, il faut bien comprendre que dans notre façon, nous, de le dire, c'est pas péjoratif. Donc, c'est les anciens qui ont une maîtrise de la connaissance, du savoir, de ce genre de choses-là. Et l'ancien qui se met à parler, donc, il est dans la maîtrise de la parole. C'est le sage, un peu. C'est le sage, mais en même temps, c'est pas seulement le sage, parce qu'il y a le sage, forcément, dans la société kanak. Et il y a ceux aussi qui détiennent les savoirs, les connaissances à partir des plantes médicinales. Ils ont aussi une parole. Il y a ceux qui détiennent une parole par rapport à des connaissances qui sont dues au cosmos, tout ça et tout, la relation cosmique. Parce que nous, on est des sociétés de cosmologie, de cosmogonie. On utilise beaucoup les étoiles, le ciel. Dans la société dans la navigation traditionnelle aussi, d'ailleurs. Hein. Oui, océanienne, toutes les sociétés océaniennes. Et c'est vrai que dans ça, c'est vrai que la parole, pour moi, aujourd'hui, écrire de la poésie, pour moi, j'écris à partir du fait que je pense dans ma langue, et je parle dans ma langue, je pense dans ma langue, et je le traduis en français. Donc c'est un peu, je fais moi-même mon auto-traduction de ma langue et je fais la traduction en français. Est-ce que c'est facile justement de mettre des mots français sur une langue kanak? Oh non, pas du tout. Eh oui, ça ne doit pas être évident. Non, pas du tout. Non, donc on invente parfois aussi des mots en français pour pouvoir... Je suis obligé de transgresser quelque part la langue pour trouver l'essence, le propos, l'esprit de ma langue pour essayer de la transmettre dans la langue française. Et c'est tenter de retrouver dans la langue française un peu les mêmes sensibilités, les mêmes émotions. Et c'est pourquoi je me suis mis à écrire de la poésie. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? C'est le livre, c'est l'école, c'est quoi? L'écriture, au départ, c'est vrai que c'est un rapport, on a un rapport soit intime, soit conflictuel, au niveau de l'histoire de chacun. Soit on a une approche chacun différente. Pour moi, l'écriture, c'est venu par le fait que, avant l'écriture, j'ai gravé en fait. Je touchais la terre, je gravais. T'étais un artiste sculpteur, t'étais quoi quand tu disais graver? Enfant, c'est-à-dire qu'enfant, j'avais toujours la manie de toucher, de manipuler des choses. Et j'avais grandi dans ma commune à Canala.
Et là, ici, quand on allait à la rivière et tout, on a toujours des pierres et les anciens étaient toujours en train de graver sur des pierres, faire des dessins et tout ça. Et sur la peau de notre corps, on grave des trucs comme ça, avec l'huile de coco, tout ça, on se baigne, puis on se grave sur la peau. Et c'est des choses qui étaient restées avant que je rentre à l'école. Comme ça, j'étais bébé, et puis après, je rentre à l'école, et là, j'apprends à manipuler le stylo. Donc, à toucher au stylo. Donc, tu fais quoi quand tu es enfant? Tu t'écris dessus, du coup, avec le stylo? Et je commence à m'écrire sur la peau, et il me dit non, c'est pas fait pour ça, c'est pour écrire sur le papier. Ouais. Donc, c'est des choses comme ça. Et l'écriture, donc, pour moi, ça a un sens dans la manipulation. Donc, quelque chose qui a à voir avec mon maniement. C'est quelque chose d'artistique manuel. Au niveau manuel, c'est quelque chose que j'avais connaissance de ça. Après, d'écrire des mots, tout ça et tout, quand je l'ai appris à l'école. Et c'est vrai que l'écriture aussi, ensuite, c'est passé, ça vient par la lecture. Il faut lire pour écrire. La plupart des auteurs le disent. Mais c'est presque naturel pour l'écrivain de passer par la lecture. Et c'est naturel, de toute manière. Et alors, quels sont les types de lectures que tu aimes, toi? Au départ, les premières lectures que j'ai eues, c'était... ma maman ma maman qui repose en paix, était chrétienne, donc elle était très pratiquante, donc elle lisait la Bible. Donc tu as commencé à lire la Bible aussi? Je n'ai pas lu la Bible, j'ai entendu la Bible par maman, mes grands-mères et la famille. Et j'ai beaucoup entendu la Bible et en même temps la parole des anciens, parce que j'ai grandi chez moi, donc il y avait aussi la parole de la coutume. Et donc j'ai grandi dans cet univers-là de parole. Et oui, comme tous les peuples océaniens d'ailleurs, parce qu'on est de tradition orale, on n'écrit rien. Voilà. Et l'écriture, c'est quelque part la Bible. La première fois où j'ai eu le premier livre à la maison, c'est la Bible. Et puis, mes parents aussi avaient des ouvrages. Mon père était aussi quelqu'un un militant engagé, donc il avait des revues politiques à la maison. Donc ce genre de choses. Donc tu avais ou la politique ou la Bible à la maison. Et la Nouvelle-Calédonie, voilà, c'est un pays comme ça. C'est tout simplement le fond de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est entre la religion et l'histoire politique actuelle qu'on connaît. Donc, on ne peut pas dire que tu avais beaucoup de choix de lecture à la maison alors? Les choix de lecture à la maison, je pense que je les ai eus parce que mon père lisait aussi autre chose, pas que des revues de politique. Donc il y a eu d'autres ouvrages que moi qui l'ai amené à la maison, comme ça, des petites revues. Et des bandes dessinées dans le temps. Vous savez, dans les années 70-80, il y avait le genre de BD à l'américaine. Nous, on a grandi à l'américaine aussi en Nouvelle-Calédonie. Hein, les livres de cow-boys, de western et tout ça. Hakim et tout ça. Donc c'est tout ça aussi, notre univers de la littérature en Nouvelle-Calédonie, c'est très américain aussi, très américanisé par rapport en Polynésie aussi, oui. Voilà, donc c'est tout ça. Donc la littérature, c'est plutôt les BD américaines. Mais alors, comment est-ce qu'on devient poète? Je veux dire, on est dans son village, son père est plutôt militant politique, maman s'occupait de la famille, j'imagine. Oui. Et on est dans un village, souvent dans les villages kanaks, on reste ensemble, on vit ensemble, on travaille ensemble, on partage plein de choses ensemble. Et toi, tu décides de partir. L'histoire fait qu'il y a les événements qui vont se passer en Nouvelle-Calédonie. Bon, tout le monde sait. D'ailleurs, il y a eu un recueil qui est paru en Nouvelle-Calédonie avec une artiste photographe, Tokiko, qui est aussi l'éditrice de cette maison d'édition, la maison d'édition Grain de Sable. Et on a fait paraître ce recueil de poèmes avec des photographies à l'intérieur. Donc, il parle de cette époque-là, des événements en Nouvelle-Calédonie. C'était en quelle année déjà? Ça, c'est 84. 84, hein. C'est de 84 à 88. Oui. Et alors, ces événements ont bouleversé la vie de tout le monde en Nouvelle-Calédonie, jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, et elle m'a bouleversé forcément, parce que de plein feu, je vis à l'intérieur de ces changements-là. Social, politique, on est à l'école, je suis au collège avec les copains, donc il y a des choses qui se passent au niveau politique, social dans la rue. Et puis on prend un positionnement du coup. Les positions, c'est vrai que j'avais grandi avec des copains, on grandit bien ensemble, tout ça et tout, et puis au niveau politique, il y a des choses qui se passent, nous on ne comprend pas trop, on est enfant. Ouais. Puis forcément, au fur et à mesure, on commence à se rendre compte, on grandit et qu'il y a des choses qui se passent. Et je me suis trouvé en conflit, en conflit, c'est-à-dire que par rapport à l'éducation, c'est-à-dire que l'éducation à l'école, donc c'est un sujet pour moi, c'est toujours brûlant pour moi d'en parler. C'est-à-dire qu'à l'école, on nous avait séparés. Donc
C'est-à-dire les Kanaks d'un côté et les autres de l'autre. Et les Européens qui étaient des Européens de bonne famille française, qui étaient arrivés en Nouvelle-Calédonie, donc on les mettait d'un côté. Oh, c'est terrible de vivre ça, surtout... J'ai vécu ça au collège et ça m'a traumatisé. Ah oui, j'imagine, oui. C'était le cas aussi ailleurs qu'à l'école ? Dans les transports en commun, par exemple C'est vrai que dans les transports en commun, c'est vrai, c'était ça. On flirtait avec ça. Bon, c'était les moments troubles, très, très durs de la Nouvelle-Calédonie, les années 80. Tout le monde connaît l'histoire de la Nouvelle-Calédonie maintenant. Et cette époque-là, moi, j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. J'étais môme, j'étais adolescent et tout. J'ai grandi toute mon adolescence dans la violence quotidienne de mon pays, jusqu'à mes 18 ans. Et donc, c'est ce qui te motive un petit peu à aller voir ce qui se passe ailleurs ? Ce qui m'a fait venir en France, j'avais travaillé sur une pièce de théâtre en 2005 avec la compagnie 7 et compagnie et Europe Art, qui était venu en Nouvelle-Calédonie, qui avait initié un projet d'écriture sur une pièce de théâtre et avait en même temps souhaité que ça soit fait avec des comédiens Kanak et Caldoche, pour justement essayer de traduire le fameux destin commun, le projet de société dans lequel la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui projetée, et un projet artistique. Et donc j'ai travaillé sur ce projet-là avec des comédiens français et des comédiens de Nouvelle-Calédonie, et j'ai écrit sur la pièce d'Oedipe de Sénèque, de l'écriture de Sénèque. Tu as fait une adaptation Une adaptation des chœurs. D'accord. De Sénèque et une partie de Créon dans le personnage. Et donc ça a été... Et c'était une pièce dite en kanak et en français En kanak et en français. Et en français, en 3 langues kanak. Ça, c'est la première fois que ça se fait de cette façon-là. Ah oui. Puis alors présenté ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie, du coup. En Nouvelle-Calédonie et à Limoges, pour les francophonies de Limoges, en 2006. Et c'est comme ça que j'ai été repéré quelque part par la DRAC et la ville. Qu'est-ce que la DRAC ? La DRAC de Paris, la direction régionale des affaires culturelles. D'accord. Les régions et des affaires culturelles, je crois. J'espère que je ne me trompe pas. On va vérifier. Et j'ai eu l'invitation de la ville de Paris. D'accord. Donc j'ai eu l'invitation de la ville de Paris, c'est comme ça que je suis arrivé en France. À venir te produire ici, t'exprimer ici. Plutôt une résidence d'écriture. J'étais venu pour une résidence d'écriture à la ville de Paris, à la Cité internationale des arts. C'est ce qui m'a fait venir et c'est comme ça que je suis venu écrire à Paris et en France. Dans la culture kanak, quand un enfant quitte le village, il doit demander la permission. Quelque part, aux anciens, aux parents, il reçoit la bénédiction des anciens. Il faut la bénédiction des anciens pour pouvoir partir, parce qu'on a tous un nom. Moi, mon nom, Purawa, c'est mon nom qui porte le nom d'un lieu, d'un espace. Ici à Paris, j'ai pas d'endroit ici à Paris. J'ai pas une terre où il y a une plante qui pousse, où je peux dire mon nom est relié à cette plante. Et cette plante est reliée à telle étoile. Elle pousse que chez moi, dans mon pays. Et par rapport à ça, tu es obligé, quand tu es kanak, de demander la bénédiction, de porter ton nom ailleurs. C'est comme ça qu'on doit le voir ? Il y a aussi quelque chose comme ça, parce que le nom est quelque part relié à ces choses-là de l'environnement, la nature, la cosmogonie. Et sortir avec ton nom et aller en parler à l'extérieur de cet espace, c'est un lieu qui n'existe pas. C'est un non-lieu. C'est un hors-temps. Et moi, le fait de venir ici, quand je parle de mon écriture, je parle tout simplement de mon écriture, je ne parle pas de mon nom. Mais quelque part, tu transmets ce que tes origines dans ton écriture. Et dans mon écriture, quelque part, il y a l'imaginaire et la poésie que j'essaie de faire partager par rapport à l'histoire, qu'on ne peut pas... on peut et accompagner l'histoire, c'est aussi l'améliorer. On est là pour améliorer l'histoire. Et la poésie, elle est là pour faire respirer l'amélioration des choses dans le quotidien et dans le devenir aussi de la société. Et la poésie, pour moi, c'est pas simplement de la poésie comme ici ils le pensent, ici en Occident. La poésie en Océanie, elle est plus que ça. Elle est l'humain même, elle est la société même, elle est la terre même. Elle est l'environnement et plus que ça, elle est l'institution. C'est notre institution à nous, les Océaniens. On vit dans la poésie. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un poète kanak installé à Paris aujourd'hui ? Moi, tout simplement, j'espère que la littérature kanak, qui n'existe pas... Pas encore, ou en tout cas, tu as déjà... Tu as montré la voie, on va dire.
Ça a été déjà par des auteurs qui ont déjà publié avant moi, déjà, donc que je veux rendre hommage, à qui je veux rendre hommage, donc Apollinaire Anova Ataba, qui était l'un des premiers, si ce n'est le premier, quelque part, intellectuel kanak qui a commencé à projeter la pensée kanak dans un temps, dans l'espace-temps, quelque part. Et des personnes aussi, des penseurs, qui sont pour moi mes penseurs et mes philosophes, Jean-Marie Tjibaou, qui sont pour moi les personnes qui nous ont transmis une autre connaissance donc, à partir de la pensée, parce que nous, on est un peuple de pensée. On n'est pas des peuples... De la pensée en écriture. Hein, voilà. De la pensée en écriture. Donc je disais que toi, tu avais ouvert la voie, mais il y en avait d'autres avant toi qui ont ouvert la voie. Et le fait de continuer, eh bien, ça va peut-être donner aussi envie aux jeunes de poursuivre le voyage. Voilà. On ne fait que poursuivre. La poésie, pour nous, moi aujourd'hui, écrire, c'est tout simplement rendre hommage à ceux qui nous ont transmis cette connaissance-là, ce savoir-là. À travers la poésie, c'est tous les poètes, que ce soit les poètes du monde. Ce n'est pas simplement les poètes de Nouvelle-Calédonie, ou c'est la poésie en général, c'est la poétique, comme disent beaucoup de poètes aussi aujourd'hui. Et si on veut découvrir Denis Pouraoua dans ses poésies, dans ses écritures, on fait comment pour trouver tes ouvrages ? On peut retrouver mes ouvrages, donc ce dernier ouvrage, La Taraudière, publié chez les éditions Vendailleurs, en allant sur le site des éditions Vendailleurs. Et aussi en allant... Les écrivains de Nouvelle-Calédonie aussi, hein, on peut retrouver des ouvrages. Aussi, oui. Avec la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Oui. On peut en retrouver aussi, il y a des ouvrages aussi. Là-bas, on peut les acheter sur place, il y a une boutique. Tout à fait, il y a une boutique. Oui. Et ben voilà, on vous donnera l'adresse de la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, on vous donnera l'adresse des éditeurs, donc les éditeurs de Nouvelle-Calédonie notamment, et puis les éditions au Vendailleurs. Et j'ai envie de dire, bon... Est-ce qu'on peut avoir un petit, juste, je sais pas, parce que tu fais du slam aussi, hein. Le slam c'est de la poésie, comment on dit, oui, spontanée. Est-ce que tu te sens capable de nous faire juste un petit slam avant de partir ? Un slam, je ne suis pas dans le mouvement, enfin on dit slam, c'est vrai qu'aujourd'hui on dit slammer. Moi j'ai du mal encore à me retrouver dans le slam. Il y a des slammeurs mieux que moi. Je vois des slammeurs ici en France, ailleurs dans le monde, qui sont vraiment des slammeurs qui pratiquent et qui exercent la langue, le jeu de la langue. Toi, tu préfères la poésie ? Moi, je suis plus dans la poésie, la parole. Alors, une petite poésie courte ? Eh bien, si je peux faire entre slam et poésie, comme ça, je dirais que nous sommes crispés et cristallines. Un feu miraculeux s'écroule encore sur nos yeux. De cet immense écran opaque aux multiples chambres arquées, c'est une rosace que l'on porte en chaque œil. Une courbe évasion pacifique. Évasion que l'on goûte l'âme à la langue et l'esprit au cerveau. Merci Denis. Denis Pouraoua qui était donc notre dernier invité sur le plateau des Matins de l'ENAIC. On vous fait plein de gros bisous. Merci encore une fois d'être venu sur notre plateau. Merci et puis tous. À bientôt. On te retrouve... Bonjour l'Outre-mer. Ah oui, bonjour à tout le monde, la Nouvelle-Calédonie, tous les Outre-mer bien sûr, Mayotte. Et j'en profite, juste avant de se quitter, de dire que ce plateau est ouvert à tous les ultramarins, d'où que vous veniez aussi dans le métier. C'est-à-dire si vous avez une passion à partager, si vous avez, je sais pas moi, si vous vendez même quelque chose qui a un rapport avec les Outre-mer, eh bien venez nous voir, venez en parler sur notre plateau. On vous donne notre adresse sur la page Facebook, sur la page de l'émission, donc www.om5.fr. Voilà, c'est dit, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain.